Un jeu pour apprendre, un jeu pour soigner, ou même pour recruter. C'est la belle promesse des Serious Games, ces jeux vidéo qui ont une autre mission que le simple divertissement. Mais derrière cette façade, qu'est-ce qu'on trouve vraiment? Un outil pour s'émanciper, ou au contraire, un instrument de contrôle super sophistiqué? On va essayer de décortiquer ce paradoxe en s'appuyant sur les recherches de Julien Alvarez. Alors pour y voir plus clair, voilà notre parcours. D'abord, on va se demander comment un jeu devient un outil. Ensuite, on va s'attaquer au plus gros obstacle, l'écart d'interprétation. Pourquoi est-ce que deux personnes ne comprennent pas du tout la même chose face au même jeu? Après ça, on verra les stratégies pour essayer de corriger le tir. Mais attention, on découvrira que comprendre un message, ça ne veut pas dire y adhérer. Et pour finir, on se posera la question qui fâche, est-ce que le serious game, c'est pas finalement une sorte de prison déguisée en terrain de jeu? Allez, on commence. Pensez à n'importe quel jeu que vous aimez. On a l'impression d'être libre, de faire des choix, d'explorer, mais en réalité, on est toujours à l'intérieur d'un cadre, de règles bien précises. C'est cette tension, ce mélange de liberté et de contrainte qui est au cœur de tout. Le philosophe Colas Duflo a trouvé un mot parfait pour décrire ça. Une situation légal-libertaire. C'est génial comme concept, non? On est libre de décider de jouer, mais à la seconde où on dit oui, on accepte de se soumettre aux règles. Et c'est justement ce paradoxe que les Serious Games exploitent pour des objectifs bien précis, que ce soit pour former des gens, pour des questions de santé ou pour faire passer des messages. Et cet usage du jeu comme outil, ça peut aller dans des directions radicalement opposées. D'un côté, on a des jeux comme America's Army, créé par l'armée américaine pour recruter, ou Energyville, un simulateur pour nous sensibiliser aux énergies vertes. Ça, c'est la phase bienveillante. Et de l'autre, on a des choses glaçantes, comme KZ Manager, un jeu qui, dans les années 90, simulait la gestion d'un camp de concentration nazi. On voit bien que le jeu en soi n'est qu'un support, c'est l'intention derrière qui change tout. Et il faut toujours se méfier. Energyville, le petit jeu écolo, eh bien il était financé par Chevron, un géant du pétrole. Comme quoi. Et tout ça, ça nous amène pile au cœur de la problématique que la recherche de Julian Alvarez met en lumière. Même quand l'intention du créateur est super claire, la façon dont les joueurs perçoivent le message peut être totalement à l'opposé. C'est ce qu'on appelle l'écart interprétatif. Pour étudier ce phénomène, une expérience a été menée en 2008. On a demandé à 121 personnes de jouer à McDonald's Video Game. C'est un jeu de gestion créé par le collectif d'artistes activistes Molindustria et c'est une critique féroce du modèle de McDonald's. La question de recherche était donc simple, si on laisse les gens jouer sans aucune explication, comment vont-ils interpréter le message? Alors là, accrochez-vous, les résultats sont assez fous. Moins de la moitié, seulement 45%, a compris que c'était une satire. Mais le plus dingue, c'est que près d'un quart, 22%, a cru que c'était un vrai jeu de gestion à la gloire de McDonald's. Le message n'est pas juste passé, à côté, pour beaucoup, il a été compris exactement à l'envers par une part non négligeable des joueurs. Et voilà, on y est. C'est exactement ça. L'écart interprétatif. C'est ce phénomène où, face à une même œuvre, à un même jeu, nos filtres personnels, notre culture, nos opinions, notre vécu, nous font arriver à des conclusions complètement différentes et parfois même diamétralement opposées. C'est le problème numéro 1 que la recherche va maintenant essayer de résoudre. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, la question logique c'est, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour réduire cet écart? L'étude a donc continué en testant différentes stratégies pour voir s'il était possible, en quelque sorte, de guider la perception des joueurs. Pour ça, on a changé la méthodologie. On a comparé l'expérience de 2008, où les gens jouaient seuls, à une toute nouvelle session menée plus récemment avec 190 autres participants. La grande différence cette fois, ils ne jouaient plus seuls dans leur coin, mais en petits groupes. L'hypothèse, c'était que la discussion entre les joueurs allait aider à faire émerger le bon message. Et là, c'est la douche froide. C'est une énorme surprise. Alors oui, le jeu en groupe a bien aidé les gens à s'engager et à percevoir un message. Ça, c'est positif. Mais le résultat est complètement contre-intuitif. Le nombre de personnes qui ont interprété le mauvais message a littéralement explosé. Il a grimpé de 16 points. En fait, il semblerait que le groupe, au lieu de trouver la bonne réponse, s'est auto-persuadé de son erreur collective. Vu que le jeu en groupe n'était pas la solution miracle, une dernière stratégie a été testée, l'ajout d'un débriefing. Ici, après la partie, un groupe de 17 participants a eu droit à une discussion animée où on leur a clairement expliqué l'intention des créateurs du jeu. Et là, le résultat est, il est sans appel. Avant le débriefing, on était un peu plus de 50% de bonne interprétation. Après le débriefing, 100%. Tout le monde, sans exception, avait compris le message. Ça prouve que cette phase d'accompagnement est une stratégie hyper efficace pour s'assurer que le message passe. Mais ce n'est pas encore la fin de l'histoire.
Parce que même quand le message est parfaitement compris par tout le monde, un autre problème se pose, un problème bien plus subtil. Comprendre ne veut pas dire être d'accord. La question devient donc beaucoup plus complexe. Maintenant que tout le monde a compris le message, est-ce que ça veut dire que tout le monde va y adhérer? La réponse est loin, très loin d'être un grand oui. Et pour ça, il y a une anecdote tirée de l'étude qui est juste parfaite. En 2008, après une session de jeu et un débat, des étudiants qui avaient parfaitement décodé le message anti-McDonald's ont avoué qu'ils avaient un gros envie d'aller y manger après. C'est incroyable. L'exposition à la marque, même dans un contexte critique, a juste réactivé leur désir de consommer. On appelle ça en contre-effet, et il est super puissant. Alors pourquoi cette résistance? L'étude a identifié plusieurs freins. D'abord, il y a les valeurs culturelles. Par exemple, en Martinique, la métaphore du suicide dans le jeu Everyday the Same Dream a été très mal perçue et a complètement bloqué la réception du message philosophique. Ensuite, il y a nos propres croyances. Le jeu September the 12th, qui dénonce la violence, pourrait être interprété par un pro-arme comme un argument pour avoir des armes encore plus efficaces. Et enfin, il y a le paradoxe même du gameplay. Comment un jeu peut-il critiquer les contraintes de nos vies tout en nous forçant à suivre ses propres règles contraignantes? Tous ces éléments nous ramènent finalement à notre question de départ, cette idée de carcan ludique. Le jeu, est-ce que c'est un espace de liberté ou est-ce que c'est un instrument de contrôle? Le philosophe Giorgio Agamben définit un dispositif comme n'importe quoi qui peut capturer, orienter et contrôler nos gestes et nos paroles. Et quand on y pense, un jeu, avec ses règles, ses buts, ses systèmes de points, ça correspond parfaitement à cette définition. On boucle la boucle et on revient au concept légal-libertaire de Duflo, une liberté qui est en fait très très encadrée. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Premièrement, que les jeux, et surtout les serious games, ne sont jamais neutres. Ils sont conçus pour influencer. Et deuxièmement, que leur efficacité ne dépend pas vraiment du jeu lui-même. Elle dépend de tout ce qu'il y a autour, de la médiation, du débriefing et de la prise en compte du public à qui on s'adresse. Un jeu seul ne change pas les mentalités. Au final, le jeu est peut-être moins un outil de contrôle qu'un puissant révélateur. Il ne nous force pas à penser d'une certaine manière, mais il met en lumière la manière dont on pense déjà. Le fameux carcan ludique n'est peut-être pas dans le jeu lui-même, mais dans les préjugés et les filtres que nous, joueurs, on apporte avec nous. Et c'est peut-être ça sa plus grande force, nous obliger à regarder nos propres règles du jeu. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur le site ludoscience.com, c'est une mine d'or d'informations.